surpris d'être surpris? Est-ce qu'il y a des gens ici qui seraient surpris d'être surpris? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne seraient pas surpris d'être surpris? Bon, 3, 4, ouais, moi aussi. Je ne suis pas surpris d'être surpris. Alors, les difficultés récurrentes dans une transformation agile, le manque de temps, parce que le changement, ça prend du temps, la force des habitudes, les conflits qui ne sont pas gérés, c'est-à-dire des échanges, des manques de communication entre des managers, par exemple, ou des équipes qui sont dans des silos différents, des décideurs pas convaincus, bon, il y en a de moins en moins, mais ça, il y en a encore, des croyances limitantes chez les coachs ou bien chez les managers. Vous avez un petit peu de place devant si vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à aménager l'espace de manière à ce que vous puissiez être à l'aise. Parce que ces tables ne sont pas forcément adéquates. Voilà. N'hésitez pas à rentrer. Le changement de culture, on en parle beaucoup, c'est un des défis d'une transformation agile. La difficulté de convaincre, on sait que c'est parfois compliqué. Souvent on me demande mais comment réussir à convaincre, comment avoir de l'influence et comprendre l'humain. Voilà, ça fait partie de ce qui est complexe dans une transformation agile. Alors, ce qui se passe, c'est que le facteur humain, il est au cœur des difficultés à changer. Alors, ça, on le voit aussi. Alors, hop, par contre, effectivement, voilà, là, c'est bon. Donc, effectivement, le facteur humain est au cœur des difficultés à changer. On le voit pour le réchauffement climatique, évidemment. Il ne suffit pas de convaincre, il ne suffit pas de comprendre. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder un petit peu aujourd'hui. Alors, je vous propose de comparer deux phrases. La première, c'est « Il fait un temps magnifique, le soleil brille et il fait chaud ». Et cette deuxième phrase, « Il ne fait pas froid aujourd'hui et la pluie et les nuages sont absents ». Alors si vous ressentez un petit peu émotionnellement ce qui se passe derrière ces deux phrases, je vous laisse un petit peu sentir. C'est pas exactement la même énergie. Pourtant, d'un point de vue cognitif, au niveau du sens, c'est à peu près équivalent. Mais au niveau de ce qu'on ressent, c'est pas exactement les mêmes émotions. Et en fait, quand il y a une information qu'on reçoit, elle est à la fois perçue d'un point de vue cognitif, elle est traitée d'un point de vue cognitif, et en parallèle, en même temps, elle est traitée d'un point de vue émotionnel, par d'autres fonctions du cerveau. Et ça va conditionner un comportement. Okay. Donc, il est relativement facile de convaincre quand on a des arguments logiques, mais cela ne suffit pas toujours à provoquer le changement. Donc, l'individu peut être séduit émotionnellement, mais conserver des automatismes et des résistances intellectuelles. L'individu peut être convaincu intellectuellement et vouloir changer, mais conserver un comportement automatique et des résistances émotionnelles. L'individu peut détester ce qu'il fait et savoir que c'est une erreur, mais continuer à le faire par habitude ou parce qu'il n'a pas expérimenté une autre manière de faire. Donc en fait, vous avez toutes les combinaisons possibles. Et donc le changement, il est pérenne quand les trois dimensions ont basculé. Donc généralement, l'ordre chronologique des bascules va du plus facile au plus difficile, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ce qui se passe généralement, on est dans nos habitudes, je suis dans mes habitudes, tout va bien. Tout d'un coup, je prends conscience qu'il faut changer, mais je ne le fais pas encore. Ensuite, je vais changer de comportement, mais c'est encore douloureux, c'est pas naturel. Et puis, au bout d'un moment, le nouveau comportement est devenu naturel, et cela me coûterait de revenir en arrière. Donc, les stratégies adaptées en fonction des blocages. Donc, si vous avez un blocage, il y a un blocage cognitif, en tant que coach, en tant que manager, vous allez plutôt travailler sur ce qu'on appelle la bascule en mode mental adaptatif. Pour faire simple, je vous en parlerai un petit peu plus après, mais c'est faites preuve de logique, de nuance, de relativisme. Okay, je vous expliquerai un petit peu plus. Déjouer les automatismes, les biais cognitifs propres à la logique, les croyances limitantes. Donc faites des ateliers collaboratifs où chacun peut s'exprimer, on profite de l'intelligence collective. Et tout simplement l'argumentation, les faits, des études, des expérimentations. C'est la partie la plus simple. Les stratégies adaptées, quand on a des blocages au niveau du comportement, ça va être plutôt des nouvelles routines, mettre en place des nouvelles routines. Il y a l'éducation et l'apprentissage, qui est basé sur finalement un système de récompense et de punition. Des nouvelles règles avec des incitateurs cohérents, ça c'est la clé pour changer la culture de l'entreprise. Des nouvelles règles, mais qui sont avec des incitateurs, c'est-à-dire que si jamais on ne respecte pas les règles, il se passe quelque chose, ou bien si on les respecte, on est récompensé. Il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit juste. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière et qu'on
il a une punition, par exemple, et de l'autre côté, si quelqu'un d'autre aussi fait le même comportement, il faut que ce soit pareil, il faut que ce soit juste. Les nudges, donc les coups de pouce comportementaux, plein de petites astuces qui permettent de finalement faciliter le passage à l'action, et recadrage et expérimentation cohérente avec les valeurs. Donc ça, c'est plus des outils de coaching, mais qui consistent finalement à présenter la réalité d'une certaine manière, qui soit cohérente avec les valeurs de l'individu, de manière à ce qu'il puisse expérimenter des nouvelles habitudes. Les blocages émotionnels, alors, étrangement, donc la communication non verbale, la séduction, les émotions positives jouent beaucoup sur le facteur émotionnel. On est dans la forme plus que dans le fond. Les expérimentations positives répétées, si au bout d'un moment on finit par répéter tout le temps des récompenses, des récompenses sur un nouveau comportement, au bout d'un moment, émotionnellement, on va s'habituer et on va mémoriser en fait ce comportement. La gestion de l'homéostasie, donc la gestion des deuils, des conflits, ça fait partie des problématiques émotionnelles qu'on peut avoir. Alors, quand je parle de deuil, c'est très très large. C'est-à-dire que vous pouvez avoir simplement un dirigeant historique, par exemple, qui quitte une entreprise. Et ben, ça peut être très difficile pour les collaborateurs d'accepter le nouvel arrivant, par exemple. Voilà. La gestion des maux mentaux, c'est les techniques de gestion du stress, par exemple, donc tout ce qui est méditation, la capacité à se recentrer sur soi. Et évidemment le coaching qui permet des bascules en mode adaptatif ou du coaching systémique. Il y a différents types de coaching. Tous les coachings ne se valent pas, mais le coaching et le temps, parfois il faut vraiment du temps sur l'émotionnel, ça peut permettre de faire évoluer, de provoquer un changement émotionnel. Donc de quelle couleur est ce bandeau? Est-ce qu'il est d'un gris uniforme? Oui, effectivement. Là, le truc, c'est que le contexte modifie notre réalité. Alors, c'est un exemple, hein, c'est un petit jeu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, appliquer un framework à la réalité, c'est souvent la quadrature du cercle. Alors, pourquoi cette image? Parce que, avec la racine de pi, on est dans des choses infinitésimales extrêmement... enfin, on n'arrêtera jamais de trouver la fin du chiffre, alors que sur un carré, c'est beaucoup plus carré. Donc en gros, enfin carré, c'est carré, bon, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que le framework, ça peut sembler être un petit peu quelque chose de théorique qui fonctionne très bien, qui paraît très logique, et la réalité est extrêmement complexe. Et adapter les deux, c'est pas toujours évident. Donc le coach, lui, travaille souvent sur la relation entre un système humain qui est représenté ici, et un framework, quel qu'il soit. Donc le coach n'a pas besoin d'un énième framework, mais d'un méta-framework. Alors qu'est-ce que c'est qu'un méta-framework? Un méta-framework vous donne les disciplines et les outils pour réussir l'adaptation entre les frameworks agiles et les systèmes humains. Nous, on va travailler sur cette relation avec ce système-là. Donc quels sont ces outils? Alors je vous présente les miens, mais les disciplines qui sont, pour moi, qui sont intéressantes pour un méta-framework. L'approche neurocognitive et comportementale, donc, qui nous vient de l'Institut de neurocognitisme, que je vous présenterai rapidement après. La pensée systémique, donc l'école de Palo Alto, etc., enfin tout ce qui en suit. La métadiscipline, que je vous présenterai aussi un peu rapidement. La biosystémique, qui sont des outils finalement de gestion qui sont liés à l'ANC. Les thérapies comportementales et cognitives, qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'elles sont basées sur des expérimentations répétées pour gérer les phobies, gérer un certain nombre de problématiques. Et là, c'est extrêmement riche aussi les TCC, même s'il faut faire le lien. En fait, la difficulté, c'est toujours de faire le lien avec l'entreprise. Mais il y a des passerelles possibles. Et les sciences cognitives, parce que là, on est dans des choses plus justes hein, d'un point de vue scientifique, et qu'à un moment donné, ça nous permet aussi de voir le vrai du faux. Les outils, alors, la synergie, l'homéostasimètre, bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais on va en voir quelques-uns dans la présentation. Donc la métadiscipline, qu'est-ce que c'est que la métadiscipline? Alors je vous donne un exemple, on est dans une situation où on voit cette image-là, vous avez plusieurs réactions possibles en voyant cette situation. Si vos connaissances sont, vous avez des notions à propos du triangle de Karpman par exemple, bah, vous allez vous dire, bah, on est dans une situation de victime-persécuteur. Okay, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Je ne sais pas, est-ce que ça met les gens dans les cases? Est-ce que c'est si simple que ça? Je ne sais pas. Quand on a une expertise, par exemple, en approche neurocognitive et comportementale ou en coaching pro, on va commencer à se poser beaucoup de questions. Il peut s'agir de nombreux cas de figure. Est-ce que c'est un stress d'inhibition? Est-ce que la personne, elle est stressée, elle est triste?
Est-ce qu'elle est dans un mécanisme de soumission par rapport à un groupe? Est-ce que c'est le bouc émissaire du groupe? Est-ce qu'elle est dans les phases de surinvestissement émotionnel? Voilà, des choses un petit peu complexes. C'est normal, hein. Là vous avez pas, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'effectivement, le coach agile va, avec son marteau, voit des clous partout. Et donc, ce qui me semble super important quand on est coach ou de manière générale, c'est de construire sa propre métadiscipline qui constitue finalement à questionner ses certitudes, à douter de ses croyances, à chercher des preuves avant d'investir du temps. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à investir du temps sur une discipline et que vous passez des années à travailler dessus, vous allez avoir un peu ce qu'on appelle l'effet Ikea, c'est-à-dire que vous tombez un petit peu amoureux de ce que vous avez fabriqué et le temps passé vous charge affectivement avec cette discipline-là. Le problème, c'est que vous pouvez passer beaucoup de temps sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas et qui même peut être dangereux pour les autres. Donc, il faut tester ces hypothèses, voilà, toujours rester humble par rapport au diagnostic qu'on fait, tester des hypothèses, se faire valider par le client aussi, par le coaché, se faire superviser, demander du feedback et collaborer, co-construire sa métadiscipline. Voilà. Moi, je prône pour que chacun puisse construire sa métadiscipline. Alors, sortir du cadre pour résoudre certains problèmes, petit jeu, petite question, avec 3 allumettes disposées comme sur l'image, faites un carré en déplaçant qu'une seule. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je vous donne la réponse, parce que si je vous fais attendre trop longtemps, après vous allez m'en vouloir. Voilà, en déplaçant l'allumette comme sur l'image ci-dessous, vous formez un 4, qui est bien le carré de 2. Ah oui, on est d'accord. Okay. Bon, allez, une autre, plus facile. Vous avez 3 verres pleins et 3 verres vides disposés comme sur l'image. En déplaçant qu'un seul, pouvez-vous les disposer de manière alternée, plein, vide? On a la réponse ici. Effectivement, il suffit de prendre le deuxième verre depuis la gauche et de le verser son contenu dans le cinquième, puis le remettre à sa place. Donc voilà, des petits jeux, des petites illustrations pour vous dire effectivement qu'il faut sortir du cadre, c'est mobiliser son mode mental adaptatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est sortir de ces automatismes, de ces réflexes cognitifs. Alors, l'approche neurocognitive et comportementale, qu'est-ce que c'est? Alors, ça nous vient de l'Institut neurocognitif, c'est 30 ans de recherche avec plusieurs publications, toujours ouvert au débat scientifique, et il nous propose un modèle de gouvernance. Alors, les gouvernances de l'ANC, on a la gouvernance instinctive. Alors, ne pensez pas que ce sont simplement des zones dans le cerveau qui s'allument, c'est plus complexe que ça. Il y a effectivement des fonctions cérébrales qui sont actives en même temps, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, on a une gouvernance, c'est-à-dire qu'on a un mode mental qui permet de gérer le stress. Ça, c'est ce qui nous a servi depuis la nuit des temps à éviter le danger, on l'a en commun avec de nombreux animaux. La gouvernance grégaire, c'est les premiers mécanismes de vie en collectivité de manière non verbale, comment on affronte le danger collectivement, comment on évite qu'il y ait trop de combats en interne pour les problématiques de qui est le chef, hein, pour faire simple. Et ça guide beaucoup la confiance en soi a priori et la confiance aux autres a priori. La confiance en soi, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il m'y paraît. Il y a des confiances en soi qu'on ne peut pas travailler, comment dire, qu'on doit faire avec un manque de confiance en soi a priori, par exemple, toute sa vie. Mais on peut gagner en confiance en soi a posteriori grâce à des expériences répétées positives. C'est un autre sujet, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous avez des questions là-dessus, on en peut en discuter. La gouvernance émotionnelle, c'est celle qu'on utilise le plus souvent, qui nous permet de vivre en société, elle gère notamment nos motivations. On va voir que c'est intéressant par la suite. Et tout ça, ça fait passer le mode automatique, si vous voulez. Tout ça, c'est nos réflexes cognitifs, nos simplifications. Et on a aussi une gouvernance adaptative qui mobilise un peu plus le cortex préfrontal et qui nous permet d'appréhender des situations complexes en toute sérénité. Donc ce mode adaptatif, je vais vous expliquer, je vais vous montrer des clés pour pouvoir basculer en mode adaptatif, en gouvernance adaptative. Donc tout ça, ça va conditionner nos pensées, nos émotions, nos comportements. Autre information, autre élément de définition, le contenant. Le contenant, c'est l'état d'esprit que l'on adopte sur un moment pour traiter notre perception d'une situation. Donc c'est que finalement, il y avait le cognitif d'un côté, vous avez l'émotionnel de l'autre côté, vous avez le comportemental. Et tout ça en même temps
c'est ce qu'on appelle un contenant. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence dans le fait on a ces trois-là qui sont alignés d'une certaine manière. Donc on associe chaque contenant à un ensemble de comportements, de vécus émotionnels et cognitifs spécifiques. Donc en fait, les contenants de l'ANC, on n'en a pas tant que ça. On en a environ une quinzaine, donc là il doit y en avoir 14. Il y a pas, là, ça c'est quelque chose, c'est un modèle simplifié, mais on a un certain nombre de contenants. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'états d'esprit possibles, particuliers, à un moment donné. Donc, je vous amène une autre définition, la synergie positive. Donc, qu'est-ce qu'on appelle synergie positive? Ce que j'appelle synergie positive, ça c'est une définition qui est propre, c'est lorsque l'énergie du système, donc les ressources mentales, les motivations, sont alignées, orientées vers un but qui est collectif, par exemple au service d'une vision. À la différence, on peut avoir une synergie négative, c'est-à-dire que l'énergie du système, hein, les motivations, ce qui fait bouger les gens, est orientée vers un but qui est individualiste. Donc soit au service d'un biais de cette personne-là, une problématique psychologique par exemple, ou alors une question de pouvoir ou une ambition personnelle, ou bien une problématique psychologique, c'est-à-dire quelqu'un qui va être extrêmement, ou qui va être toujours incohérent, qui va partir dans tous les sens. Et là, on n'est pas dans une bonne dynamique pour le collectif, pour fonctionner tous ensemble dans un but commun. Donc la synergie positive, elle est propice à la performance et à l'agilité. Donc, est-ce que les contenants sont plutôt propices ou pas à la synergie? Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a certains contenants qui sont plutôt des automatiques négatifs qui ne sont pas du tout propices à la synergie, et d'autres qui le sont tout à fait, qui sont quand même automatiques mais positifs pour la synergie. Et on a le mode adaptatif qui lui n'est pas automatique mais qui permet de s'adapter. Donc nous, on a tous en fait, on passe toujours par ces différents contenants, plus ou moins, en fonction des personnalités, en fonction des environnements. Donc je vous donne un exemple de synergie positive. Vous pouvez avoir une personne qui est en automatique à un moment donné, l'autre personne est en adaptatif à ce moment-là, et là vous avez une synergie positive. Vous êtes capable d'être efficace. Dans d'autres situations, si vous êtes plutôt en automatique négatif et l'autre aussi, vous n'arriverez pas à collaborer, vous n'arriverez pas à négocier, vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez pas à vous adapter. Donc, il y a plusieurs interactions possibles. On peut avoir deux personnes en adaptatif, on peut avoir deux personnes en automatique positif, ou deux personnes en automatique négatif, par exemple. Et donc, il y a en fait 6 cas de figure possibles, dont 3 qui nous donnent une synergie positive. Donc, adaptatif, il y a une adaptation collective en sérénité, une acceptation du changement et plein d'autres bénéfices. Je ne rentre pas dans les détails. Attention à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de ressources et on ne peut pas fonctionner éternellement comme ça. Et si on est tout le temps en train de remettre en question ici le cadre, tout le temps en train de se re-questionner, de relativiser, etc., on n'est pas forcément non plus efficace et performant. Donc on a besoin de moments où on est dans une synergie positive de type automatique avec une efficacité énergétique. Ça, c'est l'état courant recherché. Et attention à l'adaptation régulière du système, parce que si chacun fait ce qu'il aime faire naturellement, il y a un moment donné, on peut se retrouver à chacun fait son truc, on reste dans son silo, on ne regarde pas ce qui se passe à côté, et l'adaptatif, c'est ce qui nous permet de collaborer avec d'autres silos, avec des personnes qui sont dans d'autres services, par exemple. Et c'est cette complémentarité qu'on veut à l'échelle pour être performant. L'adaptatif automatique, ça peut être très intéressant. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un talent, qui est un expert sur un sujet. L'autre en face n'est pas convaincu au départ, et puis à force de réflexion, de se remettre en question, oui, non, en fait, ok, il a raison, ok, on y va. Et donc, attention à l'équilibre des idées, si c'est toujours les mêmes personnes qui lead et qui vont dans leur sens et que les autres doivent toujours s'adapter à lui, ça peut poser problème aussi. Donc, il faut jouer avec tout ça. Donc, pour vous faire un schéma un peu plus simple, vous avez une équipe qui est en automatique, il y a un imprévu. S'ils arrivent à basculer en adaptatif, à partir de là, collectivement, ça peut être une rétrospective, tout bêtement, ils sont capables de s'adapter et d'être après dans un automatique performant, efficace. Donc, toute la difficulté, finalement, c'est de réussir à avoir les bascules au bon moment. Donc, il y a une corrélation entre le bien-être personnel et la qualité de la synergie collective. C'est-à-dire que plus vous avez des équipes qui se sentent bien, qui font ce qu'ils aiment faire, qui sont récompensés dans ce qu'ils font, qui sont capables de prendre du recul,
plus vous allez avoir une bonne synergie collective et plus ça va être efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les rendre heureux pour qu'ils bossent bien. Ça veut dire que s'ils sont dans les bonnes conditions, vous verrez, c'est un indicateur, ça se passe bien. Même s'il peut y avoir à un moment donné des tensions, une capacité à surmonter ça. Donc il faut favoriser les relations synergiques positives au moment clé. Alors les rétrospectives, les revues du Kanban, de MMF par exemple, des choix organisationnels structurants. Voilà, il y a des réunions clés où là on a tout intérêt à provoquer des bascules en mode adaptatif ou à être capable finalement de profiter des talents de chacun. Donc le choix des acteurs est clé. Voilà, parce que vous avez des personnes qui ont plus ou moins de facilité à avoir cette distance avec eux-mêmes, cette prise de recul, cette capacité d'écoute, cette capacité de relativiser et de faire preuve de logique et de savoir exprimer aussi ce qu'ils pensent. Donc le savoir-être des collaborateurs, c'est la ressource la plus importante de votre organisation. Voilà. Ça, c'est vraiment le message principal. Le savoir-être des collaborateurs, c'est ce que vous avez le plus important. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on néglige, qu'on ne sait pas bien manager, qu'on ne comprend pas et qu'on n'utilise pas suffisamment correctement. Donc chacun a un pilotage préférentiel selon son environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de son histoire, de sa psychologie, de ses expériences et de ce qu'on est aussi naturellement, dans un environnement particulier, c'est-à-dire que vous pouvez être dans cette dynamique-là au travail, mais à la maison, c'est complètement différent. On va avoir tendance, par exemple, à passer une grande partie de son temps en automatique négatif, une partie de son temps en automatique positif ou en adaptatif. Et ça dépend de chacun. Donc avec quelqu'un qui a beaucoup d'automatique négatif, vous allez avoir plus de chances d'avoir du mal à collaborer. Donc, cinquième principe de l'agilité, réaliser des projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Alors, ce principe important de l'agilité, il nous parle de motivation. Réaliser des projets avec des personnes motivées. Ça peut paraître... voilà, c'est pas forcément si simple de la motivation. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très connu. Donc voilà, l'objectif c'est de vous en parler un petit peu. Il y a différents types de motivation. On a ce qu'on appelle les motivations primaires, donc c'est un contenant qu'on a vu tout à l'heure. C'est une motivation intrinsèque, pas de sensibilité au résultat. C'est-à-dire que même si en cas d'échec, vous allez continuer, vous allez vous relever, c'est pas grave. Vous aimez faire ça naturellement. C'est quelque chose qui est fixe toute la vie. À partir des 3 ans, ça a été fixé. Alors on peut en avoir plusieurs dynamiques motivationnelles, mais c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui va même conditionner vos valeurs. Et en cas d'échec, on continue. Donc ça, on peut pas changer quelqu'un s'il n'a pas ses motivations primaires. Motivations secondaires, ce sont des motivations extrinsèques qui sont sensibles au résultat. C'est-à-dire que là, en cas d'échec, on risque le découragement et le stress, et en cas de réussite, on va continuer. Donc ça dépend de l'apprentissage, expérience, éducation. Et dans une entreprise, souvent, c'est là-dessus qu'on joue. La motivation tertiaire, c'est une fausse motivation. On se dit motivé, mais on ne fait rien. Ça, on le voit parce qu'il n'y a pas du tout de comportement lié à la motivation exprimée. Et le surinvestissement, qui est une notion extrêmement complexe et qui nous pose beaucoup de problèmes dans les entreprises et partout dans la vie. C'est une motivation qui est très très forte, surtout dans les premières phases, très très puissante, mais qui est une source de souffrance extrêmement intense. Okay, et donc ça, en cas d'échec, c'est extrêmement douloureux. C'est tellement douloureux que les gens vont tout faire pour éviter d'être en échec. Et donc ça dépend de l'expérience, de l'apprentissage, de l'expérience éducation. Mais ça, c'est quelque chose, si vous voulez le travailler, c'est une décision personnelle et ça prend du temps. Et vous ne pourrez pas forcer quelqu'un à être bien dans sa peau s'il est dans les phases 3 et 4. Il est dans des moments de sa vie où c'est extrêmement douloureux et très ambivalent. Et souvent, au travail, on peut être très excité au début parce qu'on commence une nouvelle mission. Au départ, on va être un peu insatisfait malgré des bons résultats. On passe vers une troisième phase où on va finalement ressentir un échec qui va être extrêmement douloureux. Et phase 4, on ne va plus en entendre parler. Donc ça, c'est une source de burn-out aussi importante. Et ça se repère. Il y a des signes pour ça. Même s'il faut être extrêmement vigilant. C'est une expertise. Je ne vais pas trop en parler non plus parce que je ne veux pas non plus croire que c'est en 30 minutes qu'on peut maîtriser ces outils-là. Moi, ça fait 3 ans que je travaille dessus, je ne sais pas encore gagner. Donc les nuances de la motivation, il y a aussi, dans la motivation, il y a évidemment aussi des facteurs environnementaux, systémiques. C'est-à-dire que si vous avez des collaborateurs qui ont très peu de pouvoir, vous allez complètement casser leur motivation. C'est-à-dire, surtout, alors s'ils ont une responsabilité, c'est-à-dire qu'on leur demande des comptes. C'est-à-dire qu'en cas de problème, c'est vers eux
on va leur demander, c'est sur eux, on va leur taper sur les doigts s'il y a un souci. Et s'ils n'ont pas les moyens pour être au niveau de leur responsabilité, c'est une source de stress intense et de démotivation très forte. Voilà. Évidemment, on ne va pas de pouvoir, pas de responsabilité, on est au placard. Alors là, on va jouer au sudoku à la maison, enfin au travail. Voilà. Donc, comment l'échec impacte-t-il la motivation? Pareil, en fonction des contenants. Quand vous êtes en mode adaptatif ou en motivation intrinsèque, c'est-à-dire que vous faites quelque chose qui vous plaît naturellement, vous avez une capacité de bascule, l'échec, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre beaucoup plus facilement. Et on a tous des surinvestissements 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'il y a tous des sujets sur lesquels l'échec est très douloureux. Et bizarrement, chez d'autres personnes, ça ne sera pas les mêmes. Donc c'est important de se connaître et de comprendre tout ça. Donc comprendre la motivation, ça permet de trouver des solutions pour motiver les équipes, mais aussi de savoir si le problème il est gérable rapidement ou pas. Parce que si vous êtes en train de vous dire « Ah ben, j'ai un problème avec une personne dans mon équipe, j'ai un Scrum Master, là, ancien chef de projet, qui n'accepte pas du tout notre nouvelle organisation, et qui bloque, et on essaie de le convaincre, mais ça ne marche pas. Et on utilise plein de techniques différentes, on le fait coacher, on dépense beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'on est dans une synergie négative, c'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup de ressources et d'énergie et de temps qui sont pour traiter ce problème-là. Qui finalement, le problème c'est que si la personne ne veut pas bouger, sur certains contenants, sur certaines difficultés, il ne bougera pas. Et donc on perd le temps et les ressources de l'entreprise. Autre petite question, quel est le modèle à l'origine de tous les modèles d'amélioration continue? Donc PDCA en bas, QIP, c'est le modèle utilisé par le cerveau humain. Donc le modèle utilisé par le cerveau humain, il est très simple, on observe, on analyse, on agit. Et ça à une vitesse extrêmement rapide en continu. Donc boucle d'adaptation continue, c'est un petit peu la synthèse de l'amélioration continue. Ça fonctionne dans tous les cas, vous observez, vous analysez, vous agissez. Et puis vous réobservez, etc. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? En fait, soit vous le faites en mode automatique, c'est-à-dire que vous utilisez, vous êtes dans vos routines, vous refusez par exemple des choses nouvelles, vous êtes dans une simplification, vous utilisez vos croyances ou vos certitudes pour analyser, et vous êtes dans une action stéréotypée ou empirique et très soucieuse de l'image sociale, et là vous êtes en mode automatique. Donc vous pouvez très bien faire de l'amélioration continue sans bouger. Vous pouvez très bien vivre comme ça en étant toujours en automatique. Ce qui n'est pas toujours négatif, hein. Parfois on gagne du temps aussi avec ça. Le problème, alors il y a une autre manière aussi de faire de l'amélioration continue, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le mode adaptatif. Et donc ça, c'est des clés qui sont importantes, parce que vous pouvez l'utiliser à plusieurs moments, notamment en réunion par exemple. Ce sont, si vous voulez, un petit peu des valeurs, des dimensions qui peuvent vous aider à faciliter la bascule en mode adaptatif. Et donc on utilise la curiosité, c'est-à-dire qu'on est très attentif aux détails, on va les regarder vraiment plus en détail tout ce qui est possible. L'acceptation de la réalité, la nuance, on va essayer de comprendre un peu plus précisément. Donc ça, c'est très utile. Si jamais vous êtes en réunion, il y a des débats sans fin, reposez un petit peu les choses plus clairement en détail. On va essayer de regarder en détail de quoi on parle. Souvent, les gens sont d'accord, mais ne s'écoutent plus parce qu'ils sont dans une relation émotionnelle. La relativité, il peut y avoir plusieurs choses qui sont vraies en même temps. La logique, on n'en manque pas en entreprise. Et l'assertivité, il faut être capable de dire les choses. C'est-à-dire que le mode adaptatif aussi nous invite à nous exprimer, à dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, sans essayer de manipuler ou sans agressivité. Et c'est parfois ce qui peut manquer chez certains. Il y a tout ce qui va bien, mais au niveau de l'assertivité, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ça, il faut l'encourager aussi à ce que chacun puisse s'exprimer à travers des ateliers collaboratifs, par exemple, où on donne la parole à chacun. Si vous avez des gens qui polluent, ils sont dans quelque chose d'un peu toxique pour le groupe, on fait voter chacun s'exprime 5 minutes, on laisse la parole à chacun et on pousse un petit peu à ça. Donc l'important, ce n'est pas la méthode, mais comment on l'utilise. Parce que quelles que soient vos problématiques d'entreprise, au final, ça passe par un cerveau, et soit vous le faites, si vous avez cette capacité à voir les problèmes d'un point de vue adaptatif, vous aurez beaucoup plus de résultats positifs. Alors, un autre sujet dont on entend parler beaucoup en transformation, c'est le sentiment d'urgence, notamment avec le livre de John Kotter sur le changement.
Et on parle de sentiment d'urgence en disant que le sentiment d'urgence, c'est important pour la transformation. Alors là, je vous ai mis en abscisse la notion de peur, de danger perçu, et en ordonnée, est-ce que c'est plus ou moins favorable à l'adaptation? Donc quand on est dans une entreprise où il n'y a pas du tout de sentiment d'urgence, où on est dans l'autosatisfaction, il y a un manque de curiosité, on peut être dans des situations un peu confortables, où on va arranger les indicateurs, et il n'y a aucun stress, il n'y a pas de pression. Donc là, vous allez avoir des routines, un mépris du client potentiel, et un sentiment de fausse sécurité, et pas de feedback pris en compte, et souvent des batailles d'ego internes. Donc ça, j'ai souvent des cabinets qui se considèrent comme les cadors, les meilleurs sur le marché. Au bout d'un moment, comme ils ne regardent plus à l'extérieur, ils se regardent entre eux pour voir qui est le meilleur, qui gagne le plus d'argent, etc. Et donc ça, c'est pas du tout favorable à l'adaptation. A contrario, le sentiment d'urgence que j'appelle négatif, c'est quand c'est trop tard. Quand on est face au mur, il n'y a plus le temps pour s'adapter, c'est la panique, c'est le stress généralisé, licenciement, plans sociaux, peur de l'avenir. Ça non plus, c'est pas favorable du tout à l'adaptation, parce qu'on n'a plus le temps, pas de ressources, on subit les crises plutôt que de les anticiper. On va chercher des boucs émissaires aussi, souvent comme réflexe, et on est en mode individualiste, et on peut avoir de l'intention et de l'agressivité. Donc le sentiment d'urgence positif, celui qui est favorable à l'adaptation, c'est un sentiment d'urgence, on a quand même encore un peu le temps, on a le temps de s'adapter. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus d'humilité et responsabilité, attentif au feedback et à la concurrence, une pression bienveillante du management et culture du droit à l'erreur. Alors voilà, moi je pense que c'est important quand même d'avoir un petit peu de, pas un stress, parce que le stress c'est quelque chose de négatif qui vous empêche de vous adapter et d'être bien, mais d'avoir quand même la notion que y a des choses à faire, quand il y a un engagement qu'on a pris, on doit respecter nos engagements. Et donc là, on peut être dans un état de flow, on peut être dans une remise en question sereine, on a des crises qu'on peut maîtriser et anticiper, être dans l'adaptation continue, l'assertivité, etc. Donc voilà, c'est juste cette petite nuance, parfois on dit oui, il y a des bons stress, mauvais stress. Parlons plutôt de sentiments d'urgence, il y en a des positifs et négatifs. Alors, autre chose, surtout pour les coachs agiles, là, et ça peut être aussi pour les managers, l'idée c'est d'adapter sa posture en fonction de l'homéostasie. Alors, quand on a l'homéostasimètre, donc qui nous mesure l'homéostasie qui est dans le verre, ça veut dire qu'on n'a pas du tout, on n'a plus pas d'homéostasie, il y a une vision partagée, un sentiment d'urgence positif, la prise en compte des feedbacks, donc on écoute les feedbacks, on les prend en compte. Quand on demande du coaching, c'est des demandes qui sont très claires, très précises. Demande de conseils et application. Alors voilà, on demande des conseils, mais on applique les conseils. Priorisation de la transformation au plus haut niveau, acceptation des faits, voilà. Donc ce sont simplement des observations, des exemples qui peuvent vous laisser penser qu'on est plutôt dans le vert. Dans ces cas-là, l'émotionnel et le cognitif sont alignés pour le changement, on y va. Dans une transformation agile, voilà, donc là, des actions possibles, on peut accélérer le changement, c'est-à-dire qu'on peut être aussi un peu plus en posture haute dans ces moments-là, on peut faire appel à du consulting par exemple, et proposer, organiser de nouvelles cérémonies, c'est des moments d'accélération du changement, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à mettre en place des nouvelles choses. On peut expérimenter des nouveaux frameworks avec de l'amélioration continue. Quand vous avez l'homéostasimètre dans le orange, c'est-à-dire que vous observez qu'il y a par exemple des formations, mais on ne prévoit pas de mise en pratique derrière. Vous avez, il y a des feedbacks qui sont pris, mais on ne les prend pas vraiment en compte. On demande au coach ou au consultant de donner des conseils, mais aux autres, pas à soi-même. Il y a un manque de clarté dans les demandes. Alors on va observer tous les biais cognitifs de la résistance au changement et du conflit, donc ça c'est d'autres conférences que je pourrais vous partager. Trouver des excuses et des prétextes, acquiescer sans agir, reporter les décisions. Alors, tout ça, pas une science exacte. Là, on n'est plus du tout dans du scientifique. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus, moi, un retour d'expérience que je vous fais. Et l'émotionnel et le cognitif, souvent, ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, on dit qu'on veut y aller, mais émotionnellement, on n'y va pas. On ne vient pas en réunion, il va y avoir des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre. Ah, mais tu comprends, il n'y a plus vraiment de budget. Il y a toujours des excuses, des choses comme ça. Donc là, on est plutôt dans le orange. Donc là, les actions possibles et conseillées, plutôt une posture adaptative. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait passer d'une posture basse à une posture haute. Voilà, vous êtes en posture haute, à un moment donné, vous donnez un conseil, quelque chose que vous avez déjà vu fonctionner dans le passé. À un moment donné, il y a une réticence, et bien vous allez passer en posture basse, c'est-à-dire que vous allez plus être dans le questionnement, dans le silence, dans le fait de laisser de la place à la créativité en face.
Et c'est ce qu'on recherche, c'est l'émergence chez le client d'un modèle agile qui corresponde à sa réalité. C'est ça la quadrature du cercle. C'est l'émergence d'un modèle qui, grâce à des exemples, mais à un moment donné, c'est la rencontre avec la réalité du client. Et donc, il n'y a que lui qui peut trouver ce fonctionnement-là. Donc, proposer des choix parmi les options, traiter les causes racines des biais de résistance au changement, limiter les incertitudes, rassurer, clarifier, co-construire. Ça, c'est un des pièges les plus importants. Quand vous êtes dans des transos et que vous n'êtes pas clair sur les postes qu'il y aura demain, les rémunérations, les plans de carrière, alors ça, vous allez avoir des résistances, mais terribles. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Les gens, quand ils ont vraiment peur de perdre quelque chose, il y a des résistances terribles. Ce qu'on voit avec le réchauffement climatique, c'est qu'on va perdre du confort, on risque de perdre du confort, donc ça provoque des réactions très très fortes émotionnelles. Favoriser la bascule en mode adaptatif, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ces cas-là. On travaille sur des petits pas, petites victoires, et on peut proposer des rétrospectives à l'échelle pour aider à lutter contre les problématiques de conflit et de silos. Quand vous avez l'homéostasimètre dans le rouge, donc vos réunions sont annulées fréquemment, voire systématiquement, ou sinon vous accompagnez une équipe qui est dans une période de finalisation et dans une étape importante, c'est pas le bon moment pour intervenir. Un sentiment d'urgence négatif, c'est trop tard, il n'y a pas d'écoute, il y a peu de communication, on survalorise les routines, on est dans des protections mutuelles hiérarchiques, la transparence est réprimandée. Alors ça c'est terrible, c'est que quand vous essayez juste de dire les choses, à un moment donné on vous dit non mais ça va pas, on ne dit pas ça au chef, ça va pas non. Voilà, non, laisse tomber les graphiques, je vais les refaire, on va montrer ça plutôt. Donc là, attention à ça, voilà, là c'est des environnements, il y a des environnements comme ça, c'est extrêmement impossible, voire très compliqué de provoquer le changement. Et donc, pas de demande de feedback, émotionnel et cognitif sont alignés pour le non-changement, pour des raisons plus ou moins personnelles. Donc là, posture basse obligatoire, on ne force pas le changement, parce que là vous allez dans le mur et puis vous risquez de perdre de l'énergie. On va être plutôt dans l'assertivité, dans l'intérêt du client. C'est-à-dire qu'il faut dépasser l'intérêt d'un manager et penser à l'intérêt de l'entreprise d'un point de vue global et avoir un message clair par rapport à ça. Ça demande du courage, c'est pas toujours évident. Pensée adaptative, il faut accepter qu'à un moment donné, on est impuissant dans le changement, il faut passer à autre chose. Laisser la porte ouverte pour le futur, partir d'un coaching, sortir d'un coaching, c'est aussi un acte de coaching. Sortir de l'intervention et rappeler les victoires passées, c'est aussi important de rappeler tout ce qu'on a fait ensemble, le chemin qu'on a fait ensemble. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne lâchent pas quand ils sont dans un environnement où ce n'est pas possible. Et vous allez vous épuiser, vous allez vous cramer. Il faut savoir sortir. Sortir est un acte de coaching. Voilà. Donc on ne peut pas tout changer. Il y a des choses qui sont bloquées chez certaines personnes qui ne bougeront pas tant qu'elles ne voudront pas faire le chemin. Et ça ne sert à rien de forcer. Donc une transformation agile, c'est un long chemin, c'est-à-dire que en fonction de cet homéostasimètre, vous êtes capable d'adapter votre posture. Parfois, vous allez être un peu plus rapide. Il y a des moments où il y a des virages, on va ralentir. Il y a des lignes droites, on va pouvoir aller un peu plus vite. Et puis il y a des moments où on va se prendre des stops, on va s'arrêter, on va passer à autre chose. Donc une transformation agile, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc ces connaissances, elles sont valables dans tous les systèmes humains, les entreprises, les équipes de sport, les familles. Même si dans les familles, au niveau émotionnel, c'est encore plus puissant. Et plus le système est petit, plus c'est soudé. Voilà, donc pour finir, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un petit peu l'idée de cette synergie positive, c'est qu'à partir du moment où on a cette capacité à collaborer, à communiquer sainement ensemble, on est capable d'aller beaucoup plus loin, on est surtout capable de durer beaucoup plus longtemps aussi, parce qu'on est à des niveaux logiques plus élevés, voilà, d'un point de vue systémique. Voilà, merci pour votre attention.